Je reçois aujourd'hui Anne Grace, conservatrice de l'art moderne au Musée des Beaux-Arts de Montréal et co-commissaire de l'exposition Alexander Calder, un inventeur radical, présentée au Musée des Beaux-Arts jusqu'au 24 février 2019. Puis, l'exposition ira du côté de la National Gallery of Victoria à Melbourne du 5 avril au 4 août 2019. Anne Grace, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai une question un peu piège. Est-ce qu'on connaît tant que ça Alexander Calder? En fait, je pense qu'on le connaît, mais peut-être pas de nom. On le connaît parce que une de ses œuvres les plus importantes est à Montréal. C'était fait pour l'Expo 67 sur l'île Sainte-Hélène. Mais ce qui nous étonne, ce qu'on ne connaît pas, c'est la variété de sa production. Oui, parce que j'ai lu en quelque part, et dites-moi si je me trompe, qu'il aurait produit environ 22 000 œuvres durant sa vie. Oui, il a eu une longue carrière sur 5 décennies et c'est un artiste qui créait constamment dans différents médiums, différents matériaux et ne cessait pas de se réinventer. Oui, mais quel est ce sous-titre? Un inventeur radical. Pourquoi radical? En fait, c'est un artiste qui a questionné tout. Il n'acceptait pas les conventions et même certaines de ses inventions sont tellement courantes aujourd'hui qu'on oublie que c'était quelqu'un qui les a inventées. Par exemple, le mobile, donc c'est-à-dire le mobile que tout le monde connaît, qu'on avait peut-être sur notre berceau, était inventé ou une forme de cette mobile inventée par Calder et le mot rentré dans le dictionnaire Webster's américaine en 1954 grâce à son invention. Wow! C'est incroyable quand même. Oui. Est-ce qu'il l'a su? Oui, et même dans l'espace de 20 ans, il avait des imitateurs, mais il avait ce besoin de continuer à évoluer. Et c'est pour ça que ce titre décrit toute l'exposition et pas seulement cette invention le plus célèbre. Alors, l'exposition est conçue, organisée et mise en tournée par le Musée des Beaux-Arts de Montréal, mais en collaboration avec la Fondation Calder. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cette fondation-là? Oui, dans le cas de la Fondation Calder, c'est une fondation qui est très active et suit beaucoup les expositions. Ils sont très généreux avec leurs prêts et ils ont dans leur collection des œuvres très importantes. Alors, c'est important et nécessaire vraiment de collaborer avec cette fondation. Ils assurent aussi que nous avons accès à de la nouvelle recherche, qu'on soit assez juste aussi parce qu'il y a plein de détails, plein de recherches autour d'une œuvre d'un artiste. Et donc, ils nous ont prêté environ 40 œuvres très importantes pour notre exposition. Mais vous en présentez une centaine. Qui sont les autres prêteurs? Surtout les institutions américaines, parce que Calder est l'artiste sans doute le plus connu aux États-Unis. Et donc, le Whitney Museum of American Art, le Guggenheim Museum à New York, ainsi que le National Gallery à Washington sont tous des institutions qui ont beaucoup d'œuvres dans leur collection et aussi qui ont prêté des œuvres importantes, des fois rarement prêtées pour notre exposition. Alors, parmi les 150 œuvres sur les 22 000 et quelques, je répète parce que c'est un chiffre astronomique réalisé par Calder, est-ce que les prêts ont quand même, malgré tout, sauf pour la Fondation, ça a été facile pour vous et votre co-commissaire, Madame Elizabeth Turner, à pouvoir les avoir pour Montréal? Surtout, ce qui est important quand on parle des prêts, c'est d'avoir une nouvelle approche sur certains artistes. Okay. Et donc, nous avons travaillé pendant longtemps pour essayer de présenter d'une façon originale toute l'œuvre de Calder et ça nous a facilité les prêts. Alors, il y a certaines œuvres qui sont trop fragiles pour voyager. Donc, c'est sûr qu'on avait certains objets qui ont été refusés, mais on a un groupe très important d'œuvres qui représentent des moments charnières dans la carrière de l'artiste et grâce à ces institutions qui ont collectionné les œuvres de Calder depuis les années 30, des fois 40, 50, qui nous ont permis d'avoir cet ensemble très complète qui raconte cette histoire assez globale du parcours de l'artiste. Quand vous dites longtemps, c'est quoi? Quelques mois, quelques années?
C'est presque 5 ans depuis qu'on a eu l'idée. Et en fait, on voulait faire l'exposition en lien avec le 50e anniversaire pour l'Expo, parce qu'il y a un lien très précis avec l'artiste. Mais c'est surtout aussi de réserver les prêts, parce que souvent, il y a d'autres expositions qui ont lieu au même temps. Il y en a un présentement à Buenos Aires, et il faut aussi s'assurer que on réserve les œuvres importantes pour Montréal. Alors, les gens qui connaîtraient un peu moins Calder, pouvez-vous nous le présenter? C'est un artiste qui a commencé sa carrière dans les années 1920. Assez étonnant, parce qu'on voit dans la première salle de l'exposition Calder avec Kiki de Montparnasse, un des modèles les plus célèbres à Paris à cette époque. Donc, il a quitté la ville de New York, où il était à cette époque. Il est né en 1898 à Pennsylvanie. Il déménage à New York. En fait, il commence sa carrière, sa formation comme ingénieur. C'était surtout tout ce côté mécanique et aussi des choses qui bougeaient qui l'intéressaient. Il s'installe à Paris en 1926. Il partage sa vie entre Paris et New York. Donc vraiment, c'est un artiste qui a presque une double nationalité et il serait actif jusqu'aux années 70. Il meurt en 1976. Quand vous disiez tout à l'heure qu'il avait utilisé plusieurs matériaux, il y a la peinture, la sculpture. Est-ce qu'il a touché à autre chose aussi? Oui, une des raisons pour laquelle il avait cette capacité de réinventer l'art, c'était parce qu'il n'acceptait pas les idées préconçues. Donc, cette idée qu'il y avait une hiérarchie des matériaux n'était pas du tout important pour lui. Il utilisait de fil de fer, par exemple, pour faire des dessins, des sculptures en fil de fer, qui était peut-être sa première invention importante. C'était des matériaux souvent recyclés qui ont une nouvelle utilité, ou en fait, pour l'art, on ne parle pas vraiment de l'utilité. Donc, cette idée de casser toutes les règles de l'art, en fait, si on pense à une sculpture, d'habitude, c'est une sculpture sur un socle. Oui. Pour lui, il met littéralement la sculpture à l'envers et la sculpture vient du plafond, est en train d'être suspendue. Alors, cette idée vraiment de repenser toutes les idées reçues de l'art. Oui. Alors, vous présentez plusieurs stabiles et des mobiles. Quelle serait la différence entre les deux pour les gens qui ne le sauraient pas? Donc, des mobiles, on pense surtout à des œuvres qui bougent avec le mot mobile. Souvent, ils sont suspendus, mais des fois, ils sont sur un genre de trépied ou de socle et ça bouge autour de cette base. Mais le stabile, en fait, c'est un mot qui a été donné d'une façon ironiquement par l'artiste Jean Arp pour représenter ces sculptures qui ne bougent pas, mais qui sont composées de plaques de métal. Souvent, il y a c'est pas des œuvres massives, mais surtout des œuvres où on peut marcher autour. Souvent, il y a un espace où le visiteur peut marcher en dessous de l'œuvre même et qui peut vraiment avoir une relation assez interactive avec ces œuvres. Comme on parle de ça, il faudrait peut-être préciser qu'à chaque jour, à 14 heures, quelqu'un vient bouger un des mobiles. Oui, pendant la vie de Calder, c'était lui-même souvent qui touchait les œuvres. Les enfants venaient et on pouvait bouger les œuvres librement. Aujourd'hui, évidemment, ils sont beaucoup plus précieuses. Alors, on a eu la permission de différents musées pour pouvoir les activer. Alors, nous avons des personnes qui travaillent à notre département de la restauration qui ont une formation précise pour pouvoir toucher avec un bâton spécialement conçu pour pouvoir animer, dans un certain sens, ces œuvres. Alors, on peut voir ces œuvres en accélération. Donc, c'est un moment des fois très dramatique, des fois beaucoup plus subtil, mais on peut avoir cet point de vue qui est un peu différent et plus dynamique. Mais quand ces œuvres-là arrivent dans des boîtes, elles doivent arriver démontées et sûrement vous devez les remonter. Ça doit être un travail assez gigantesque à faire. Oui, c'est gigantesque et aussi, je dirais, très émouvant parce que ces œuvres prennent vie quand ils sont dans l'air. Alors,
quasiment tous les œuvres de Calder commencent en 2 dimensions. Ils sont plats. Alors, quand ils le transportent, ils sont dans des caisses et ils sont aplatis. Et ensuite, quand nous ouvrons les caisses, tranquillement, on les enlève de ce genre de coffre et quand on commence à le suspendre du plafond, les œuvres commencent à flotter et commencent à vraiment prendre vie, je dirais. C'est l'inverse qu'un poisson, qui est, quand on le laisse nager dans l'eau, c'est vraiment cet espace autour de l'œuvre qui est important. Et l'invention importante de Calder, c'est que l'art prend non seulement 3 dimensions, mais une 4e dimension, occupe de l'espace et aussi le temps. Et pour le visiteur, c'est une autre façon d'être avec ses œuvres. Est-ce que c'est pour ça qu'on dit qu'il aurait révolutionné l'art public? Oui, parce que l'artiste, c'est un artiste assez social. Il considère que il fait les œuvres pour les gens, pour le public. C'était quelqu'un de très engagé. Alors, il a créé de l'espace pour le visiteur dans le concept même de ses œuvres. Si on pense à Montréal et, par exemple, le pique-nique électronique, cet festival de danse et musique électronique, c'est un lieu de rassemblement. Et souvent, ces œuvres dans la ville sont des œuvres qui deviennent iconiques et les gens les connaissent, les aiment et font partie de cet espace urbain. Alors, Anne Grace, c'est une rétrospective, la première au Canada. Je trouve ça très étonnant que ça n'a pas été fait avant. Et l'exposition est montée de manière chronologique, c'est-à-dire qu'on commence avec ses premières œuvres, je pense, à l'âge de 9 ans. On voit même un tableau peint par sa mère, parce que les parents de Calder étaient des artistes. Oui, on voulait vraiment donner un sens à toute la carrière de l'artiste et le fait que son père et grand-père étaient des artistes très célèbres, des sculpteurs célèbres, parmi les plus célèbres aux États-Unis, et sa mère aussi artiste. Le fait que ses parents lui donnaient un atelier depuis l'âge de 8 ans, qui travaillait avec des pinces, des marteaux depuis l'enfance. On voit une film que l'artiste travaille avec les mêmes matériaux 20 ans plus tard. C'est assez frappant, la continuité dans son travail, et tout vient de cette capacité de penser différemment aux matériaux, des objets, et de créer des œuvres où il n'avait aucun souci si c'était une œuvre d'art ou non. Par exemple, on voit une projection du cirque, un film de son cirque qu'il a créé à Paris en 1926. Et aujourd'hui, on pense à cette œuvre comme de l'art de la performance avant la lettre. Mais à cette époque, c'est parce que il brisait toutes les règles et il voulait... En fait, c'était la façon qu'il avait invité l'avant-garde parisienne chez lui, dans son atelier. Cocteau était là, Mondrian, tous les grands artistes de l'époque. Alors, c'est vraiment cette notion d'être vraiment engagé avec son public, avec d'autres artistes, et on essaie de raconter ces histoires à travers les 4 salles de l'exposition. Je trouve que vous faites bien de parler du mot « histoire », parce que je trouve que c'est exactement ça. Sans nous prendre par la main, c'est comme si, en rentrant dans la première salle, on commençait avec le début de sa vie, bien sûr, puisque c'est chronologique jusqu'à la fin de ses jours, et c'est une belle histoire qui nous est racontée à travers tout ce qu'il a fait. Anne Grace, qu'est-ce que l'histoire va retenir de ce grand artiste? Je pense que c'est un artiste qui est universel. Son message est émouvant. C'est très accessible. Donc, à la fois, c'est un artiste qui était révolutionnaire, mais on n'a pas besoin d'une guide pour comprendre. Aujourd'hui, je pense que c'est un artiste qui nous force à ralentir, à être vraiment présente, regarder les œuvres. Alors, cette capacité de l'art d'être universel, de toucher le monde autant aujourd'hui que dans la période que les œuvres ont été créées. Oui. Quand j'ai commencé l'émission, j'ai dit que l'exposition irait du 5 avril au 4 août 2019 à Melbourne. Je me permets de vous demander, est-ce que vous serez du voyage? Oui, certainement. Oh, chanceuse! Vous viendrez nous en reparler pour voir comment est-ce que les gens en Australie ont reçu l'exposition. Avec plaisir. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Mais en attendant, les gens qui sont à Montréal ont jusqu'au 24 février prochain pour voir Alexander Calder, un inventeur radical.